Ma belle-fille m'a donné un coup de pied pour me faire tomber de mon yacht de luxe afin de voler mes 50 millions de dollars. Mais quand ils sont rentrés à la maison, je les attendais avec une surprise époustouflante. Veuillez rester avec moi pour découvrir ce qui s'est passé ensuite et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Votre soutien est très important pour nous. Maintenant, revenons à notre histoire. Pardon, papa, murmura ma belle-fille en me donnant un petit coup de pied dans le dos alors que je basculais par-dessus le bastingage du yacht. Mon fils, Billy, n'a rien fait pour m'arrêter. Il se tenait là, souriant, comme s'il regardait un problème enfin résolu. Ce voyage qu'ils avaient appelé une fête de guérison n'était rien d'autre qu'un piège pour me faire disparaître et prendre le contrôle de ma fortune de 50 millions de dollars. Ils pensaient que me jeter dans l'océan mettrait fin à l'histoire, mais ce soir-là, quand ils sont rentrés chez eux, pensant avoir gagné, je les attendais, assis sur mon fauteuil préféré avec une fin très différente que j'avais préparée. Mais permettez-moi de commencer par le début. C'était un mardi matin ensoleillé à Savannah en Géorgie. J'avais 60 ans. Je venais de me remettre d'une opération de la hanche et j'étais désespérée de croire que mon fils tenait toujours à moi. Billy m'a appelé personnellement ce matin-là. Pas d'assistant, pas de message, juste lui me demandant de faire une croisière privée en bateau. Nous serons tous les trois, a-t-il dit, sa voix adoucie par l'affection que j'ai mal interprétée. Nous voulons célébrer ta guérison, maman, comme une famille devrait le faire. J'aurais dû savoir. Depuis que mon mari William était décédé 2 ans auparavant, me laissant les clés de ses affaires immobilières, les choses avaient changé. Un silence froid, des visites rapides, des conversations tournant toujours autour de l'argent. Pourtant, je voulais croire que le sang comptait. Alors, je me suis habillée avec soin. Une robe bleu marine, les colliers de perles que William disait toujours rendre mes yeux lumineux d'orage. J'ai pris un taxi jusqu'au port, accroché à la mince lueur d'espoir d'être aimé. Billy m'a accueilli avec une étreinte qui ressemblait à une poignée de main. Derrière lui, sa femme, Moana, était appuyée contre la rambarde, son sourire aussi tranchant que du verre. Le yacht brillait sous le soleil matinal. Trop neuf, trop cher pour des gens qui prétendent être à court d'argent, ai-je pensé. Il est beau, n'est-ce pas, s'est vanté Billy, faisant un geste vers le bateau. 12 mètres de pur luxe. Nous prévoyons d'aller aux Bahamas le mois prochain. Il a omis de mentionner, bien sûr, que ce yacht avait été acheté avec les 3 millions de dollars que je lui avais donnés l'année précédente de l'argent destiné à créer son entreprise de conseil. J'ai commencé à soupçonner que ces fonds n'avaient jamais atteint le moindre bilan. Au début, les choses étaient agréables. Du calme, trop de jus d'orange. La conversation doucereuse de Moana sur les rénovations de la maison qui était autrefois la mienne, celle que j'avais signée en espérant accueillir la famille. Mais très vite, les questions de Billy ont commencé. Doucement au début, puis plus insistantes. Maman, as-tu pensé à modifier ton testament? Tu sais, pour simplifier les choses pour que le tribunal ne soit pas un problème. J'ai vu Moana faire semblant de prendre des selfies, son téléphone pointé vers moi chaque fois que je prenais une gorgée de mon verre, m'enregistrant, collectant des preuves de moi buvant et parlant de finances, montant leur dossier. Les pièces se sont assemblées dans ma tête, les papiers qu'il m'avait fait signer alors que j'étais encore en convalescence, la tutelle temporaire, les appels auxquels mon conseiller n'avait pas répondu. Billy, dis-je prudemment, posant mon verre, ramène-moi à la maison. C'est là que son visage a changé. J'ai bien peur que ça n'arrive pas, maman, a-t-il dit d'une voix dure comme de la pierre. Tu as été en déclin, a coupé Moana s'approchant. Les médecins sont d'accord. C'est le début d'un déclin cognitif. Nous avons tout par écrit. J'ai ri même si le poids de leur complot s'abattait sur moi. J'étais plus lucide que jamais. Mais l'océan s'étendait, vide, silencieux. Il n'y avait pas de témoins, juste eux, moi et leur plan pour faire passer ma mort pour un accident. Billy a sorti des papiers, le transfert de propriété, pour ma protection. Ses yeux me mettaient au défi de refuser. Et si je refuse, demandai-je, ma voix ferme même si mon cœur battait la chamade. C'est là que Moana s'est rapprochée et a chuchoté en souriant pour la première fois de la journée. Les accidents arrivent, surtout aux femmes de ton âge. Une poussée au bon moment. Le corps n'est pas habitué à l'eau. Un titre sur une veuve qui a glissé après une opération. Et juste comme ça, je tombais dans l'océan froid et noir. L'Atlantique m'a frappé comme de la glace. Ma hanche m'a fait mal. Ma robe me tirait vers le bas. Quelque part au-dessus, j'ai entendu Billy crier hypocritement. « Maman !» Oh non ! Il chuchotait dans son téléphone,
déjà en train de planifier l'étape suivante, mais je n'étais pas fini, pas encore. L'océan me tirait vers le bas, m'étouffant avec les lourds plis du tissu bleu. Mes poumons brûlaient. La panique me lacérait la poitrine. Mais William et moi avions nagé tous les matins pendant 20 ans. Mon corps connaissait le jeu de la lutte contre l'eau. J'ai donné un coup de pied pour enlever mes talons hauts. Je me suis propulsé vers le haut et j'ai percé la surface juste à temps pour voir le yacht s'éloigner rapidement, sa coque blanche fendant les vagues. Mon fils et ma belle-fille me laissaient me noyer, mais Dieu n'en avait pas encore fini avec moi. Un vieux chalutier de pêche croisait les vagues, se rapprochant. La voix d'un homme résonna au-dessus de l'eau. « Accrochez-vous, madame !» Des mains rugueuses m'ont hissé à bord. Je me suis effondrée sur le pont, tremblante, crachant de l'eau de mer. Le pêcheur s'est agenouillé à côté de moi, le visage brûlé par le soleil de la mer. « Je m'appelle Abel, dit-il. Et voici mon petit-fils, Laban. Bon sang, quel genre de personne jette une femme à la mer? Celles qui veulent hériter de 50 millions de dollars, dis-je d'une voix faible. Le visage d'Abel s'est durci. Il m'a enveloppé dans une couverture rugueuse, sentant le sel et le diesel. Vous êtes en sécurité maintenant, mais dites-moi la vérité. Voulez-vous que la garde côtière le sache? J'ai serré sa main avec peur. Pas maintenant, s'il vous plaît. S'ils savent que j'ai survécu, ils essaieront à nouveau. J'ai besoin de temps. Il m'a regardé, ses yeux perçants, puis a lentement hoché la tête. Parfois, la bonne chose à faire n'est pas de suivre les règles. Il a appelé la garde côtière pour une fausse alerte. Je suis resté à la surface. Ensuite, il a dirigé le bateau vers un quai privé dans une crique tranquille. Ce soir-là, Abel m'a présenté à Mame Maria, une veuve de 70 ans qui tenait une petite pension non enregistrée. Elle n'a pas posé de questions quand je suis arrivée trempée et grelottante. Elle m'a accueillie avec un bol de soupe au poulet et a dit « Ma fille, tant que tu n'apportes pas de problème à ma porte, tu peux rester ici. » Ainsi, tandis que mon fils et ma belle-fille signalaient à la police la disparition tragique de leur mère, j'étais assise à la table de cuisine de Madame Maria avec Abel et Laban en train d'élaborer une stratégie. Ils pensaient que j'étais morte. Cela m'a donné du pouvoir. Le lendemain, j'ai cherché sur Internet à l'aide du vieil ordinateur de Madame Maria. C'est là que je les ai vus. Les titres sur l'accident de bateau qui a coûté la vie à la veuve de William Hobby, l'homme d'affaires respecté. L'article me décrivait comme étant fragile, gâteuse. Billy était cité à propos de mes prétendus problèmes de mémoire. Moana avait l'air anéanti, disant aux journalistes à quel point ils étaient inquiets pour moi. Même une nécrologie avait été mise en ligne. Teresa Hobby, mère et grand-mère bien-aimée, perdue en mer. Au lieu de fleurs, les dons devaient être versés à une organisation caritative pour les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. J'ai fermé l'ordinateur brusquement, ma mâchoire serrée. Il m'avait enterrée vivante. Les funérailles étaient prévues pour la fin de la semaine. Abel a apporté une paire de jumelles et ensemble, nous avons regardé depuis l'arrière d'un hangar de maintenance au cimetière. Billy et Moana se tenaient au premier rang, vêtus d'un noir solennel, recevant les condoléances avec une tristesse feinte. Ils n'avaient pas lésiné sur les moyens. Un cercueil luxueux, d'énormes couronnes de fleurs, un programme avec mon visage souriant. Les gens pleuraient de vraies larmes. Mes amis du club de lecture, les dames de l'église, même le docteur Evans qui avait opéré ma hanche. Ils croyaient au mensonge, mais j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas là. Mon comptable, mon avocat, mon conseiller financier, les gens qui étaient toujours présents pour les affaires, ils étaient absents, cachés ou des complices. Après la mascarade des funérailles, Billy et Moana se sont comportés comme des politiciens, serrant des mains et acceptant des condoléances. Mais chaque fois que quelqu'un posait des questions subtiles sur mes derniers jours, ils écourtaient rapidement la conversation. Alors qu'Abel me ramenait chez Mame Maria, j'étais sûre d'une chose. L'histoire s'était trop bien tassée. Trop rapidement. Quelqu'un à l'intérieur les aidait avec des informations. Cette nuit-là, j'ai dressé la liste de toutes les personnes qui avaient touché à mes finances depuis la mort de William. Mon conseiller, l'agent bancaire, l'avocat fiduciaire. Quelqu'un dans ce cercle m'avait trahi. Mais avant de pouvoir enquêter, j'avais besoin de confirmer ce que Billy et Moana faisaient à l'intérieur de la maison que j'appelais autrefois la mienne parce que même si je l'avais cédée, quelque chose en moi me disait que la maison n'était pas vide. Et j'étais sur le point de découvrir la profondeur de leur trahison. Minuit. Abel m'a déposé à 3 pâtés de maison de mon ancienne maison dans le quartier historique de Savannah. J'y avais vécu avec William pendant 35 ans, élevé Billy,
organisé toutes les fêtes de Thanksgiving et construit une vie. La donation à mon fils avait été la plus grosse erreur que j'ai jamais commise. La rue était calme, l'air lourd de la chaleur du sud. J'avais toujours ma clé. Billy n'avait jamais pensé à la prendre. J'ai glissé dans la cour arrière et j'ai déverrouillé la porte avec précaution, telle une intruse dans sa propre maison. L'endroit n'avait pas l'air abandonné. Des draps recouvraient certains de mes anciens meubles, mais de nouvelles pièces coûteuses avaient été ajoutées. Un canapé en cuir, un meuble de télévision en verre, des tapis importés. Le réfrigérateur de la cuisine était rempli de nouvelles provisions. Quelqu'un vivait ici. Mais c'est dans l'ancien bureau de William que j'ai découvert la vérité. Le bureau était jonché de papiers, documents légaux, rapports médicaux, relevés bancaires et, au sommet, un dossier avec une en-tête manuscrite, le plan Teresa. Mon propre nom transformé en projet. Les mains tremblantes, j'ai parcouru page après page. Ils avaient planifié ma chute pendant plus d'1 an, me faire paraître distraite lors de visites à la clinique, me piéger lors d'événements sociaux pour que j'aie l'air confuse. La photo d'anniversaire que le journal avait utilisée n'était pas un accident. Il m'avait trompé, ne m'avait pas parlé de la fête surprise, puis avait pris une photo de ma surprise. Même la confusion médicamenteuse qui m'avait envoyée à l'hôpital 3 mois plus tôt, ils avaient échangé les bouteilles. Chaque gaffe, chaque erreur avait été mise en scène et documentée comme preuve d'un déclin de la mémoire. La page la plus terrifiante était une note signée simplement des initiales. Monsieur T. Le calendrier doit être accéléré. Teresa pose trop de questions sur la procuration. Visez le niveau 3 dans les 2 semaines. Le niveau 3 était écrit en gras fin. J'étais en train de prendre des photos des documents avec l'appareil photo jetable qu'Abel m'avait donné lorsque des phares ont balayé la fenêtre avant. La porte d'entrée a claqué. Des voix ont retenti, Billy et Moana. Mon cœur s'est emballé. Je me suis penchée vers la porte arrière, mais avant de sortir, j'ai entendu des mots qui m'ont figé. Tu penses que Mme Peterson y a cru? Demanda Moana en claquant la porte. Elle a tellement pleuré qu'elle n'a rien pu demander, répondit Billy. Maman est tombée du bateau. C'est simple comme ça. L'héritage ouvre lundi. Monsieur T dit que nous aurons un accès complet d'ici 6 semaines. J'étais à mi-chemin du jardin lorsque j'ai entendu quelque chose qui m'a arrêté. Un bébé qui pleurait. Je me suis accroupie parmi les rosiers que j'avais plantés des décennies auparavant, écoutant le cri aigu dans la maison. Billy et Moana n'avaient jamais mentionné d'enfant. Ils avaient toujours prétendu qu'ils n'étaient pas prêts. Pourtant, dans mon ancienne maison, un nourrisson pleurait. Mes mains tremblaient plus que la nuit dernière. Maintenant, il ne s'agissait plus seulement de mon argent. Il y avait un enfant sans défense, sans voix, piégé au milieu de leur complot. Quand Abel est venu me chercher 15 minutes plus tard, j'étais pâle et tremblante. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-il. »« Pire que ça, ai-je murmuré. J'ai vu mon remplaçant. » Je lui ai parlé du bébé, du dossier, de l'étrange monsieur T. La mâchoire d'Abel s'est contractée. Ils n'ont pas juste planifié contre toi. Ils ont impliqué un enfant dans cette affaire. J'ai hoché la tête, tenant l'appareil photo jetable comme une bouée de sauvetage. J'ai besoin de savoir à qui appartient cet enfant. Le matin suivant, nous étions en train de développer les photos au magasin d'1 heure en qui Abel avait confiance. Les images racontaient une histoire claire, le calendrier de ma chute, de fausses notes médicales, des transferts de fonds, puis, presque négligé dans la pile, un acte de naissance. Bébé Obi, né il y a 3 semaines. Mère? Moana. Père? Billy. Mais j'avais vu Moana quelques jours plus tôt sur le yacht. Elle n'avait pas l'air d'une femme se remettant d'un accouchement. Ceci est un faux, dis-je, la nausée montant. Complètement fabriqué. Abel fronça les sourcils. Alors, à qui appartient ce bébé? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai regardé le plafond de la chambre d'amis de Madame Maria, essayant de recoller les morceaux de leur plan. Mon fils et sa femme avaient déjà fabriqué des documents, simulé mon déclin mental et orchestré ma mort. Et maintenant, ils avaient un bébé dont l'existence même n'était pas claire. Peu importe qui est cet enfant, je savais une chose. Il faisait partie du plan. Et si je n'agissais pas vite, il pourrait ne pas survivre non plus. Le lendemain matin, Madame Maria me servit du café, ses yeux perçants scrutant les cernes sous les miens. « Ma fille, tu ne peux pas porter ça toute seule, » dit-elle avec insistance. Comme s'il l'avait planifié, Abel s'avança. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est un ancien policier, maintenant détective privé.
Il s'appelle Ezra Tatu. Il est discret, digne de confiance et il doit une faveur à Maria. Cet après-midi-là, j'étais assise dans le petit bureau d'Ezra au-dessus d'une sandwicherie dans le centre-ville de Savannah en Géorgie, lui racontant tout. Il avait la cinquantaine, des tempes grisonnantes et ses yeux ne rataient rien. Donc, vous voulez que je suive votre fils et sa femme, que je découvre la vérité sur ce bébé et que j'identifie ce monsieur T qui les a briefés, demanda-t-il après m'avoir écouté en silence. Oui. Et comment allez-vous me payer? Car selon les journaux, tous vos biens sont gelés en attendant l'homologation. Je lui ai glissé une enveloppe sur la table, pleine d'argent liquide. William m'avait toujours dit de garder un fonds d'urgence dans un coffre-fort que Billy ignorait. Ezra a feuilleté les billets, a hoché la tête et a commencé à travailler. En moins de 48 heures, il avait plus d'informations que je n'en avais recueillies en des mois. Votre fils a été très occupé depuis votre décès, rapporta Ezra, étalant des photos de surveillance sur la table de la cuisine de Maria. Réunion avec des avocats, visite à la banque. Mais ça, c'est surprenant. Il pointa du doigt une photo de Billy et Moana entrant dans un bâtiment vitré. Service de maternité OB, une clinique de gestation pour autrui discrète réservée à une clientèle fortunée. Mon estomac se retourna. Ils ont acheté un bébé. Pas seulement acheté, dit-il sombrement. Ils ont préparé ça des mois à l'avance. Ils ont payé en espèces. L'acte de naissance a été préparé à l'avance pour le rendre légal au moment où Moana pouvait présenter le bébé comme le sien. Madame Maria posa son ouvrage, le visage indigné. Mon Dieu, ils ont planifié ta mort puis acheté un bébé pour hériter de ton argent. Et ils ne l'ont pas fait seul, ajouta Ezra. Il fit glisser une autre photo. Billy serrant la main d'une femme élégante à l'extérieur d'un bureau en ville. Je l'ai reconnu vaguement mais je ne pouvais pas m'en souvenir. C'est Alan Maïna, dit-il, partenaire chez Maïna et Hug, planification successorale. Il se spécialise dans ce qu'il appelle la recomposition familiale. En réalité, il crée des cadres légaux pour aider des parents avides à voler les biens des personnes âgées sous prétexte d'incompétence. Je me suis souvenu instantanément. Je l'avais vu 6 mois plus tôt lors du gala de charité où Billy m'avait traîné. Il s'était montré très intéressé par ma planification successorale. Ezra hocha la tête. C'est votre monsieur T. C'est lui qui a orchestré tout ça, fabriquant les faux médicaux, poussant les documents de procuration, semant le terrain légal. J'ai retracé 6 familles différentes et, croyez-moi, les gens ne sont pas morts. Juste, pauvres, ils sont morts. Je sentis la pièce tourner. Combien? La mâchoire d'Ezra se serra. Je ne peux pas encore le confirmer, mais je soupçonne au moins 12 décès liés à ces services de planification au cours des 5 dernières années. Madame Maria Alta. Ce n'est pas de la planification, c'est du meurtre. C'était plus grand que je ne le pensais. Non seulement Billy et Moana cherchaient à profiter, mais tout un réseau qui ciblait les personnes âgées comme moi. Et l'enfant aussi. Ezra révéla la dernière pièce. Le parent biologique était une fugueuse de 17 ans, dit-il doucement. Elle s'appelait Willie Teddy. Alan Maïna l'a trouvée dans un refuge. Il lui a promis $5 000 pour porter l'enfant de parents aimants. Willie est morte en couche de complications inexpliquées. Une jeune femme en bonne santé, sans risque. L'infirmière présente? Alain lui-même avait administré une piqûre de routine. Quelques minutes plus tard, Willie a fait un arrêt cardiaque. Ils l'ont tué, murmurai-je. Ezra ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le silence régnait dans la cuisine tandis que je regardais la photo de mon fils, serrant la main de la femme qui faisait carrière de la mort des autres. Le bébé qui dormait dans mon ancienne maison n'était pas le leur. C'était le fils de Willie, un garçon né dans le sang, l'argent et la trahison. Ma poitrine me brûlait tandis que j'assimilais l'horreur. Ils pensaient que j'étais morte. Ils pensaient que leur secret était en sécurité. Mais j'étais vivante et j'étais prête à les tourmenter. Nous ne les affronterons pas tout de suite, dis-je d'une voix calme. Nous allons leur donner des ombres, des lettres, des murmures, leur rappeler que je ne suis pas loin. Nous allons les ébranler, les faire commettre des erreurs. Ezra se laissa tomber sur sa chaise, un lent sourire se répandant sur son visage. La guerre psychologique. J'adore ça. Le plan fut établi. Tandis que Billy et Moana siégeaient dans des bureaux luxueux, me retirant des papiers, j'allais m'assurer qu'ils me sentaient comme une ombre sur leurs épaules. La première attaque serait minime. Une petite note écrite à la main sur du papier élégant,
livrés à leur avocat et à Alan Maïna. Cher Billy et Moana, les rapports de ma mort sont grandement exagérés. Nous devons parler. Amour, maman. PS. Salutations au petit Robert Willy. Il est si adorable. Ah, la montre d'Ezra confirma que la lettre avait été livrée. Quelques minutes plus tard, Billy et Moana se précipitèrent hors du bâtiment avec Alan. Le visage livide. La panique était palpable. Ce soir-là, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que William avait acheté pour notre 20e anniversaire de mariage, et j'ai attendu. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, Billy et Moana se figèrent dans l'encadrement. Leur visage de peur était tout ce que j'avais espéré. Billy se tenait juste là, serrant ses clés, la bouche ouverte comme un enfant qui a vu un fantôme. « Surprise ?» demandai-je doucement. Je dois admettre que lire ma propre nécrologie était divertissant. Le don à l'association des troubles cognitifs. C'était une bonne touche. À ce moment-là, Elisa, l'infirmière qu'ils avaient engagée pour le bébé, sortit de l'arrière, portant le petit Robert William. Elle avait déjà choisi son camp. « Madame n'est pas morte, » dit Elisa avec insistance, me tendant le bébé. Le visage de Moana se déforma. « C'est notre bébé !» cria-t-elle. J'ai tenu le bébé contre ma poitrine, mon regard perçant le sien. « De qui est cet enfant ?» demandai-je. Parce que, il y a des jours, Moana n'avait pas l'air d'une femme qui a accouché il y a 3 semaines. Leur silence était plus accablant que n'importe quel aveu. Sa mère s'appelait Willie Teddy, ai-je continué. Elle avait 17 ans, sans famille pour la défendre. Elle a porté cet enfant sous la promesse d'une vie meilleure et elle est morte le jour où elle a accouché de lui. Elle est morte après qu'Alan Maïna lui a fait une injection de ce qu'il appelait une routine. Le visage de Moana s'effondra. Billy regarda le sol. « Et toi, mon fils, tu as choisi de t'allier à un meurtrier pour 50 millions de dollars. » Ils ont commencé à protester, mais je les ai fait taire d'un geste de la main. J'avais déjà placé les photos d'Ezra, les dossiers médicaux et les documents financiers sur la table basse, et toute la conversation était enregistrée. « Vous n'avez qu'une chance, dis-je froidement. Dites la vérité. Sinon, cette preuve et chaque mot que vous avez prononcé ce soir iront directement à l'enquêteur. » Mais au lieu de cracher la vérité, Billy et Moana ont fait leur dernière erreur. Ils ont joué la carte de la force. Ils ont appelé Alan Maïna. Et c'est exactement ce que j'avais prévu. Quand Alan est arrivé, portant un costume coûteux et souriant comme un banquier qui conclut une affaire, la maison était criblée de micros d'enregistrement et de caméras cachées qu'Elisa et Ezra avaient installées. Il s'assit en face de moi, une mallette à la main, et dit « Eh bien, Teresa Obi, nous devons mettre fin à cela. Les familles méritent de passer à autre chose et franchement, votre présence persistante devient une nuisance. » Ce fut sa fin, car tandis qu'il avouait tranquillement avoir orchestré 37 recompositions familiales réussies, au cours des 5 dernières années, les murs de mon salon explosèrent et des officiers firent irruption. « Alan Maïna !» cria l'officier Johnson, brandissant un mandat. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, fraude, abus de personnes âgées et meurtre. » Un chaos s'ensuivit. Les officiers plaquèrent Alan sur le parquet en bois tandis que d'autres menottaient Billy et Moana, lisant leurs droits. Elisa protégea l'enfant, le serrant fort. Je suis restée parfaitement immobile, nourrissant le petit garçon dans mes bras. L'orage était enfin terminé. La bataille juridique dura des mois. Billy et Moana acceptèrent un accord de plaidoyer. Billy écopa de 25 ans. Moana, 20. Alan n'eut pas cette chance. Au procès, les jurés le reconnurent coupable de tous les chefs d'accusation. La prison à vie sans libération conditionnelle. Son réseau s'effondra comme une vieille corde. Juges des successions, médecins véreux et comptables furent arrêtés et condamnés. Le plan qui ciblait les personnes âgées dans cet état fut démantelé. Quant à l'enfant, le tribunal m'accorda la garde. Les oncles maternels d'Alabama, une fois localisés, acceptèrent que ce soit le mieux. Je lui ai donné un nouveau nom, Robert Sierra Obi, en l'honneur de son grand-père et de la jeune fille qui avait donné sa vie pour le mettre au monde. 5 ans plus tard, à 65 ans, je suis assise sur la porche du bed and breakfast de Madame Maria, Robert jouant à mes pieds. Il sait qui était sa mère biologique. Il connaît la vérité sur les gens qui ont voulu lui voler sa vie. Et il sait que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour, la protection et le sacrifice. Abel dirige toujours son bateau de pêche.
Ezra m'envoie toujours des cartes de Noël avec des photos des personnes âgées qu'il a aidé à sauver. Et Madame Maria, Dieu la bénisse, a transformé son bed and breakfast en un refuge paisible pour les personnes âgées qui craignent la cupidité de leur propre famille. Billy a écrit une lettre de prison demandant pardon. Je n'ai jamais répondu. Certaines trahisons sont trop profondes. Car si j'ai appris une chose pendant ma semaine en tant que femme morte, c'est ceci. La famille peut vous aimer ou la famille peut essayer de vous tuer. Mais en fin de compte, c'est à vous de décider si l'héritage doit vivre. Et moi, j'ai décidé de vivre. À la fin de cette histoire, il y a beaucoup à apprendre. Premièrement, la vie est un don de Dieu et tout ce que nous possédons nous a été donné grâce à nos efforts, à notre honnêteté et à l'amour que nous manifestons. Rien ne peut durer par la cupidité, l'envie ou en essayant de voler ce qui a été acquis par le dur labeur des autres. Cette histoire nous a appris que la soif d'argent sans travail, le désir des biens d'autrui peuvent détruire des vies et entraîner des catastrophes inattendues. Souvent, nous voyons comment certains veulent atteindre ce pour quoi ils n'ont pas travaillé, essayant de voler, de tricher et de nuire aux autres par des paroles ou des actes. Mais Dieu est le garant de la justice et, finalement, le mal ne règne pas. Celui qui s'efforce honnêtement, qui travaille dur et avec respect, ne sera jamais vaincu. Deuxièmement, malgré la trahison, l'envie et la méchanceté dirigées contre moi, j'ai survécu et ma foi en Dieu m'a aidé à traverser la tempête. Cette histoire nous enseigne également que la famille n'est pas seulement le sang. La famille est l'amour, le respect, la protection et le sacrifice. Le sang ne peut pas durer s'il n'y a pas un cœur pur, pas de foi et pas de compassion. Lorsque nous apprenons à coopérer avec amour et à nous respecter mutuellement, nous pouvons créer un héritage qui n'est pas dans les biens, mais dans le cœur des gens qui nous entourent. Troisièmement, en regardant le monde d'aujourd'hui, il est important de savoir que la cupidité est un poison. Vouloir ce que vous n'avez pas acquis par le travail acharné ou essayer d'utiliser quelqu'un d'autre pour satisfaire vos désirs n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais dangereux pour votre âme. Chaque acte de méchanceté sera révélé et chaque péché sera multiplié. Mais chaque acte d'amour, chaque effort sincère et chaque cœur qui soutient la justice, Dieu le remplit de bénédictions. Nous devons également chérir la foi et nous accrocher à l'espoir. Même lorsque le monde semble être contre ce que nous attendons, la puissance de Dieu peut nous sauver, nous donner la sagesse et nous guider dans la bonne direction. C'est un message important. N'abandonnez jamais. N'ayez pas peur de vaincre les défis et ne permettez pas au désir rapide de vous faire douter ou de vous faire perdre ce que vous avez acquis par le dur labeur. Alors, mes frères et sœurs, la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Allons-nous choisir de suivre des désirs qui ne sont pas vrais ou allons-nous choisir de vivre avec honnêteté, de coopérer avec amour et de créer un véritable héritage? Nous pouvons apprendre de cette histoire. N'ayons pas peur de regarder la vérité. N'ayons pas peur de nous accrocher à la foi et n'oublions pas que chaque chose a son temps et chaque effort sincère récolte des fruits. Souvenez-vous, le travail acharné, l'honnêteté et l'amour ne sont jamais perdus. L'envie est dangereuse, mais Dieu est toujours du côté de ceux qui s'accrochent à la sagesse et à l'amour. Si vous faites cela, aucune tempête ne peut vous abattre, aucune cupidité personnelle ne peut détruire votre cœur et aucun péché d'autrui ne peut détruire votre vraie vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Si vous avez appris quelque chose, veuillez aimer cette vidéo, écrire vos commentaires sur la leçon que vous avez apprise et vous abonner pour plus d'histoires instructives, motivantes et pleines de sagesse.